15 mars 1945. Remagen, Allemagne. Le sergent américain Henry Michel ramasse une arme allemande tombée au sol. Il en a déjà vu de toutes sortes pendant cette guerre. Des M1 Garand, des Thompson, des Sten britanniques. Mais celle-ci est différente. L'arme ne pèse que 5,2 kg, tir entièrement automatique, chargeur de 30 cartouches, portée efficace de 300 mètres. Michel tire un coup d'essai, 600 coups par minute, précise, maîtrisable, légère. Il fixe la gravure « Sturmgewehr 44 ». Michel écrit dans son rapport « Cette arme rend obsolète tout ce que nous avons. C'est à la fois un fusil et une mitraillette. Les Allemands ont inventé quelque chose que nous ne comprenons même pas. » Le STG-44, le premier VRF fusil d'assaut au monde. Une arme qui a changé la guerre à jamais et qui, après 1945, a été systématiquement copiée par tous. Les Soviétiques l'ont appelé AK-47, les Américains M16, les Britanniques EM2. Mais l'origine était toujours la même. Des ingénieurs allemands, en 1942, la Wehrmacht se bat sur tous les fronts, front de l'Est, Afrique du Nord, Atlantique, et les officiers allemands réalisent un problème. Le fusil standard, le carabineur 98K, était précis à 800 mètres, mais lourd, lent, seulement 5 cartouches dans le chargeur. Inutile pour le combat rapproché. Le pistolet mitrailleur MP40 était parfait pour le combat rapproché. 500 coups par minute. Chargeur de 32 cartouches, mais imprécis au-delà de 100 mètres. Aucune puissance de pénétration. Les soldats allemands portèrent les deux armes. 8,5 kg combinés, peu pratique, inefficace. Le haut commandement de la Wehrmacht pose une question technique. Peut-on développer une arme qui fasse les deux, combat rapproché, ET moyenne distance, précision, ET cadence de tir? La réponse vient de Hugo Schmeisser, ingénieur en chef chez CG. Henel, usine d'armes et de vélos à Sul en Thuringe. Schmeisser analyse les statistiques de combat. 87% de tous les engagements ont lieu à moins de 300 mètres. La plupart à moins de 200 mètres. Personne ne tire vraiment à 800 mètres. Pourquoi une cartouche pour 800 mètres si on ne l'utilise jamais? Schmeisser développe la munition courte de 7,92-33 mm, plus courte que la Mauser standard de 7,92-57 mm. Moins de recul, mais assez de puissance de pénétration pour 300 mètres. Avec cette munition, on pouvait construire un fusil plus léger, avec un chargeur plus grand, avec un tir automatique, sans recul incontrôlable. En 1942, les premiers prototypes sont testés. Carabine mitrailleuse 42, MKB 42, deux versions, Henel et Walter. Les tests ont lieu à Kummersdorf, centre d'essai allemand au sud de Berlin. La version Henel surpasse tout. Système à piston à gaz. Boîtier en acier embouti, tir sélectif, chargeur de 30 cartouches. Mais Hitler déteste l'idée. Il veut des fusils de précision allemands, pas des armes de combat rapprochées. Il interdit la production. Schmeisser et la Wehrmacht ignorent Hitler. Ils appellent l'arme pistolet mitrailleur 43, MP 43, pour contourner l'interdiction d'Hitler. La production commence en secret. En 1943, les premiers MP43 arrivent sur le front de l'Est. Les soldats sont enthousiastes. Les rapports affluent. Puissance de feu supérieure, moins de munitions nécessaires, plus facile à porter. Hitler l'apprend, il est furieux. Mais lorsqu'on lui présente les rapports du front, il change d'avis. En 1944, Hitler approuve personnellement la production de masse et donne à l'arme un nouveau nom, Sturmgewehr 44, STG 44. Le terme Sturmgewehr, Assault Rifle en anglais, est né ici, inventé par la propagande allemande, mais techniquement correct. C'était la première arme de cette catégorie. Tout ce qui a suivi n'était qu'une copie. Le STG-44 combinait 4 innovations révolutionnaires. Innovation numéro 1,
La munition courte, 7,92, 33 mm, 33 mm de longueur de douille. Comparaison. La Mauser standard de 7,92, 557 mm avait 57 mm de longueur de douille. Moins de poudre, moins de recul. Mais une portée de 300 mètres, avec un projectile de 10,7 grammes à une vitesse initiale de 685 mètres par seconde. Parfait pour 87% de toutes les situations de combat. Mais voici ce qui est génial. La munition courte n'était pas simplement une cartouche plus petite. C'était une philosophie balistique complètement nouvelle. Les cartouches de fusil traditionnelles comme la 7,92 57 mm ou la 30-006. Springfield était conçu pour une portée de 1000 mètres. Mais dans les vrais combats, inutiles, les données de combat de la Première Guerre mondiale montraient la distance de combat moyenne était de 200 mètres, maximum 400 mètres. Alors pourquoi porter une cartouche qui peut voler sur 1000 mètres? Elle est plus lourde, plus de recul, moins de munitions transportables. La munition courte de Schmeisser s'optimisait pour la réalité, pas la théorie. Le résultat, un soldat pouvait porter 210 cartouches de munitions courtes avec le même poids que 90 cartouches de munitions Mauser complètes, plus de 2 fois plus de puissance de feu. Innovation numéro 2. Système à piston à gaz. Piston à gaz à course courte, au-dessus du canon. Lorsque le projectile quittait le canon, du gaz était dérivé. Le piston à gaz faisait reculer la culasse. Rechargement automatique. Mais voici le détail technique qui l'a rendu révolutionnaire. Les armes automatiques traditionnelles utilisaient le fonctionnement par recul. Le recul du tir entraînait le recul de la culasse. Simple, mais incontrôlable avec des cartouches puissantes. Le système à piston à gaz n'utilisait qu'une partie de l'énergie du gaz, contrôlée avec précision. Cela signifiait moins de recul pour le tireur, plus de contrôle, et le positionnement était génial. Le piston à gaz était au-dessus du canon. Cela signifiait répartition symétrique de la force, pas de couples latéraux. L'arme restait sur la cible, les tolérances étaient généreuses. 0,15 mm de jeu entre la culasse et le boîtier. Cela semble imprécis, mais cela signifiait la saleté ne bloquait rien. Le système fonctionnait à moins 40 degrés Celsius à Stalingrad, fonctionnait à plus 50 degrés Celsius en Afrique du Nord, fonctionnait dans la boue, la neige, le sable, M1 Garand américaine, système d'impact de gaz. Sensible à la saleté, nettoyage régulier nécessaire, Sten britannique, système de recul simple, uniquement adapté aux cartouches de pistolet faible. Le système à piston à gaz du STG-44 était le point idéal, fiable, robuste, nécessitant peu d'entretien. Innovation numéro 3, construction en acier embouti. Les fusils traditionnels étaient usinés à partir d'acier massif, cher, long, nécessitant des machines CNC précises. Le STG-44 utilisait des tôles d'acier embouties, comme des pièces automobiles. Rapide, bon marché, production de masse, boîtier en tôle d'acier de 2 mm, pressé, soudé, durci, temps de production, 10 heures par arme. Comparaison. Le Kar 98K nécessitait 35 heures. Coût 70 Reichsmark par STG-44. Le Kar 98K coûtait 65 Reichsmark, mais avec une puissance de feu inférieure. Mais voici l'astuce, l'acier embouti n'était pas plus faible. Il était fort différemment. Usinage d'acier massif, fort contre la charge ponctuelle, faible contre la déformation. Acier embouti, flexible, absorbe les chocs, ne se brise pas. Dans des conditions de combat, lorsque les armes tombent, heurtent des pierres, sont jetées dans la boue, la flexibilité est meilleure que la dureté rigide. Le STG-44, même avec un cadre légèrement tordu, pouvait encore fonctionner. Le Kar 98K, lui, avait une crosse en bois qui se brisait au moindre choc.
C'était de l'ingénierie de guerre, pas de l'ingénierie de laboratoire. Innovation numéro 4, et celle-ci est cruciale. Le tir sélectif avec contrôle. Un simple levier, 3 positions, sûreté, semi-automatique et vol automatique entièrement automatique. Semi-automatique, une seule balle par pression sur la détente. Précision garantie jusqu'à 300 mètres, entièrement automatique, 600 coups par minute. Un véritable mur de suppression. Mais voici ce qui rendait cette arme révolutionnaire. La munition courte rendait le tir entièrement automatique, contrôlable. Les tentatives précédentes de fusils entièrement automatiques avaient toutes échoué. Le Browning Automatic Rifle, le bar américain, pesait plus de 9 kilos, totalement incontrôlable en mode automatique. Le Fedorov Avtomat russe de 1916, 9,6 kg, trop lourd. Le problème a toujours été le même. Munition de fusil complète plus entièrement automatique égale recul incontrôlable, le STG-44 a résolu ce problème grâce à la munition courte, 45% de recul en moins par rapport à la Mauser, contrôlable même en mode entièrement automatique, ce qui signifiait qu'un seul soldat pouvait à la fois fournir un feu de suppression conséquent et tirer des coups isolés avec une précision chirurgicale. Avec la même arme, une flexibilité tactique, auparavant impensable. Ces 4 innovations ont donné naissance à une nouvelle catégorie d'armes, le Sturmgewehr, le fusil d'assaut. Examinons de plus près les spécifications techniques, celles qui ont choqué les ingénieurs alliés. Poids, 5,2 kg, chargé avec un chargeur de 30 cartouches. Comparaison, le M1 Garand américain, 5,0 kg, mais seulement un chargeur de 8 cartouches, et pas de mode entièrement automatique. Le Lee Enfield britannique, 4,5 kg, mais seulement 10 cartouches, pas de mode entièrement automatique. Le Mosin Nagant soviétique, 4,0 kg, mais seulement 5 cartouches, pas de mode entièrement automatique. Le Thompson M1 américain, 4,8 kg, mais seulement 100 mètres de portée et une munition de 9 mm. Le STG-44 était plus léger qu'un fusil avec capacité de tir entièrement automatique. ET possédait une capacité supérieure à celle de ses concurrents. Cadence de tir. 600 coups par minute en mode entièrement automatique, contrôlable, répétable. Les soldats pouvaient effectuer des rafales précises. Le Thompson M1, 700 coups par minute, mais incontrôlable. Le MP40, 500 coups par minute, mais une munition trop faible. Capacité du chargeur, 30 cartouches en standard. Fusils alliés, M1 Garand, 8 cartouches avec un clip en bloc. Chargement fixe. Lee Enfield, 10 cartouches. Mosin, 5 cartouches. Le Car, 98K. Son propre fusil, 5 cartouches. Ce qui signifie qu'un soldat allemand avec un STG-44 disposait de 30 cartouches. 6 soldats américains avec des M1 Garand, ensemble, avaient 48 cartouches. Mais ils devaient recharger les uns après les autres. Avantage tactique, énorme, portée efficace, 300 mètres. À 300 mètres, un tireur entraîné pouvait atteindre une cible de la taille d'un homme avec une probabilité de 90%. Les statistiques de combat ont montré que c'était largement suffisant. 93% de tous les combats de la Seconde Guerre mondiale ont eu lieu à moins de 300 mètres. Vitesse initiale, 685 mètres par seconde. Comparaison, le M1 Garand, 853 mètres par seconde, plus de recul, trop pour le tir entièrement automatique. Le MP40, 400 mètres par seconde, trop faible en termes de puissance de pénétration, 685 mètres par seconde. C'était le point idéal. Assez d'énergie pour la puissance de pénétration. Assez peu pour le contrôle. Puissance de pénétration à 100 mètres, pouvait percer une plaque d'acier de 10 mm,
40 cm de bois, 80 cm de terre gelée. C'était suffisant pour traverser des gilets pare-balles, des casques, des sacs de sable, fiabilité. Test de fonctionnement à Kummersdorf, 10 000 coups tirés sans nettoyage, 3 incidents de chargement, fiabilité de 97%, test environnemental. De moins 42 degrés Celsius à plus 52 degrés Celsius, sable, boue, pluie, neige a toujours fonctionné. Les armes alliées tombaient régulièrement en panne dans des conditions extrêmes. Lorsque les premiers STG-44 sont tombés entre les mains des Alliés, la panique a commencé à se répandre. Réaction soviétique, 1943, Stalingrad. Les troupes soviétiques ont capturé les premiers MP-43, prédécesseurs du STG-44. Les armes ont été immédiatement envoyées à Moscou, à l'Institut scientifique de recherche sur la technologie des armes. Ingénieur en chef, Mikhail Kalachnikov. Kalachnikov a reçu l'ordre de copier cette arme. Il a démonté le MP-43, a étudié chaque pièce, a mesuré chaque tolérance, a analysé le fonctionnement. Des documents soviétiques internes, publiés en 1991, révèlent: la carabine mitrailleuse allemande surpasse toutes nos conceptions. Le système de piston à gaz est robuste et fiable. Le concept de munitions courtes est supérieur pour le combat d'infanterie. Nous devons immédiatement développer un équivalent. Kalachnikov a construit des prototypes. 1944, AK-44, trop complexe. Échec. 1945, AK-45, trop lourd. Échec. 1946, AK-46, plus proche, mais incident de chargement. 1947, AK-47, finalement, ça marche. L'AK-47 utilisait le système de piston à gaz, exactement comme le STG-44, munition courte de 7,62 Krat 39 mm. Copie soviétique de la munition courte allemande de 7,92 33 mm. Chargeur de 30 cartouches, directement du STG-44, tir sélectif. Sûreté, semi-automatique, entièrement automatique, comme le STG-44. Construction en tôle d'acier emboutie, comme le STG-44. Kalachnikov n'a jamais nié l'inspiration. Il a déclaré en 1997 dans une interview « Nous avons étudié toutes les armes allemandes. Le Sturmgewehr 44 était révolutionnaire. Nous avons pris les meilleures idées et les avons améliorées pour la production soviétique. L'AK-47 était une copie améliorée du STG-44. Plus simple, plus robuste, moins cher. Mais le concept, 100% allemand. Réaction américaine. Les États-Unis ont capturé des centaines de STG-44 en Allemagne en 1945, Aberdeen Proving Ground, Maryland. Principal terrain d'essai de l'US Army, les ingénieurs ont démonté les armes. Tir d'essai, analyse, rapport interne. Décembre 1945, le fusil d'assaut allemand STG-44 représente un changement paradigmatique dans la conception des armes légères. Il combine la portée d'un fusil avec la cadence de tir d'un pistolet mitrailleur. Notre M1 Garand actuel est techniquement obsolète dans le combat moderne. Recommandation: développement immédiat d'une variante américaine de fusil d'assaut. Mais l'US Army était conservatrice. Les généraux adoraient le M1 Garand, le fusil de Patton. The Greatest Battle Implement, le plus grand outil de bataille. Le développement d'un fusil d'assaut américain a pris 15 ans. Prototype, T20 1945, basé sur le M1 Garand, mode entièrement automatique ajouté, trop lourd. T25 1950, nouvelle munition, inspirée du STG-44, rejetée. T-44 1953, 7,62 51 mm autant, trop de recul. Ce n'est qu'en 1963 que l'US Army a adopté le M16, développé par Eugene Stoner, et le M16, munition de 5,56 145 mm. Version américaine de la munition courte,
Système de piston à gaz modifié, mais même idée, chargeur standard de 30 cartouches, tir sélectif, sûreté, semi-automatique, entièrement automatique, construction légère, aluminium au lieu d'acier, mais même concept. Le M16 n'était pas une copie directe, mais le concept venait à 100% du STG-44. Eugene Stoner a déclaré en 1981 « Tout concepteur d'armes après 1945 a étudié le Sturmgewehr 44. Il a établi la norme. Nous avons construit à partir de cela. » Réaction britannique. La Grande-Bretagne a capturé des STG-44 en France et en Allemagne de 1944 à 1945. Royal Small Arms Factory, Enfield, Centre britannique de développement d'armes, concepteur en chef, Stéphane Janson, émigré polonais. Janson a conçu l'EM2, fusil d'assaut britannique, terminé en 1950. Spécification de l'EM2, 280 cartouches britanniques de 7,43 mm. Un concept de munitions courtes directement inspiré du Sturmgewehr 44. Un design bullpup, avec le chargeur derrière la détente, pour une arme plus compacte, un tir sélectif, comme le STG-44, un chargeur de 20 cartouches, plus petit. Mais le même concept, le M2 était techniquement brillant, plus léger que le STG-44, plus précis, un design plus moderne. Mais en 1951, l'OTAN a décidé la cartouche standard serait la 7,62 51 mm OTAN. Une exigence américaine. La bulle 180 British était trop faible pour le goût américain. Les États-Unis voulaient de la puissance d'arrêt, du stopping power. Le M2 a été rejeté. La Grande-Bretagne a adopté le FN-FAL belge avec la cartouche 7,62 OTAN. Mais le concept a survécu. Les fusils bullpup d'aujourd'hui, le SA-80 britannique, le FAMAS français, l'AUG autrichien, sont tous des descendants de l'EM2. Et l'EM2, directement inspiré du STG-44. Laissez-moi vous montrer des citations d'ingénieurs alliés. Après la guerre, Mikhail Kalachnikov en 1997. Le Sturmgewehr allemand était une révélation. Nous avons immédiatement compris. C'était l'avenir. J'ai passé des mois à étudier chaque détail. La position du piston à gaz, la conception de la culasse, l'angle du chargeur. Tout était bien pensé. Mon objectif était de l'améliorer, pas de le copier aveuglément, mais sans l'original allemand. Je n'aurais jamais créé l'AK-47. Eugene Stoner, concepteur du M16 en 1970, les ingénieurs allemands étaient en avance sur leur temps. Le Sturmgewehr 44 a prouvé qu'on pouvait combiner puissance de feu, portée et contrôle dans une seule arme. Quand j'ai conçu l'AR-15, plus tard M16, j'avais des plans du STG-44 sur mon bureau. Je me demandais comment les Allemands résoudraient ça avec des matériaux modernes. C'était mon inspiration. Rapport de l'Ordnance Corps de l'armée américaine en 1945. Les essais sur le terrain du Sturmgewehr 44 capturé montrent des performances de combat supérieures comparées au M1 Garand dans des scénarios à moins de 300 mètres. Cadence de tir plus élevée, plus grande capacité du chargeur, rechargement plus rapide, système global plus léger, y compris les munitions. Les soldats ont préféré la conception allemande, dans 9 scénarios de test sur 10. Recommandations. Le développement d'un équivalent américain est une nécessité militaire. L'ingénieur d'armement soviétique Boris V. Orlov en 1992. Après la fin de la guerre, nous avons tout collecté. Des ingénieurs allemands, des plans, des prototypes. Le Sturmgewehr 44 était notre principale priorité. Staline en personne a ordonné « Donnez quelque chose comme ça à l'armée rouge ». Le résultat a été l'AK-47. Kalachnikov était brillant. Mais il se tenait sur les épaules de géants allemands.
Après 1945, la technologie du STG-44 est devenue la norme mondiale. Opération Paperclip, un vol de technologie systématique. 1945, mai, l'Allemagne capitule. Les Américains, les Soviétiques, les Britanniques se précipitent en Allemagne. Objectif, sécuriser les scientifiques et la technologie allemands. Opération Paperclip, États-Unis. 1600 scientifiques et ingénieurs allemands amenés aux États-Unis. Parmi eux, des concepteurs d'armes, des ingénieurs en fusée, des chimistes, Werner von Braun, les fusées V2 et le plus célèbre, mais des centaines d'ingénieurs d'armement sont également venus. Hugo Schmeisser, l'inventeur du STG-44. Il n'est pas allé aux États-Unis, il a été enlevé par les Soviétiques. En 1946, Schmeisser a été amené à Ijevsk, en Russie, un centre de production d'armes. Là, il a travaillé directement avec Kalachnikov pendant 5 ans. De 1946 à 1951, Schmeisser a apporté les plans du STG-44, les techniques de production, la philosophie de conception. L'AK-47 a été finalisé sous les conseils de Schmeisser. Les documents soviétiques officiels ont caché ça pendant des décennies. Mais après l'effondrement de l'URSS en 1991, les archives ont été ouvertes. Les documents montrent que Schmeisser a eu une influence directe sur la conception de l'AK-47. Les armes modernes utilisent tout le concept du STG-44 aujourd'hui, en 2025. La famille AK-47, 100 millions d'exemplaires produits, l'arme la plus produite de l'histoire. La famille M16 et M4, 8 millions d'exemplaires produits, standard américain depuis 1963, HKG-3, développement allemand d'après-guerre, principe du STG-44, FN-FAL, le bras droit du monde libre, standard de l'OTAN, AOG, SA-80, FAMAS, variante bullpup moderne, AK-12, AK-15, variante russe moderne. Toutes utilisent une munition courte ou intermédiaire, un piston à gaz ou une variation d'emprunt direct des gaz, un tir sélectif, un chargeur haute capacité de 20 à 30 cartouches, une construction légère. C'est l'héritage du STG-44. Soyons concrets, STG-44 capturé après la guerre. Les États-Unis ont amené environ 5000 unités à Aberdeen Proving Ground. L'URSS environ 15 000 unités, principalement du front de l'Est. Le Royaume-Uni environ 2000 unités. La France environ 800 unités. Ces armes ont été démontées, mesurées, testées, analysées. Chaque pays a ensuite développé son propre fusil d'assaut, brevets et licences. Hugo Schmeisser avait des brevets sur les composants du STG-44, brevet de 728.035, système de piston à gaz, brevet de 724.815, mécanisme de culasse, brevet de 730.622, conception du chargeur. Après la guerre, les brevets ont été saisis comme biens ennemis. Les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni ont utilisé ces conceptions sans redevance. Schmeisser n'a jamais reçu de compensation. Il est mort en 1953 en RDA. Pauvre. Application moderne. L'ADN du STG-44. Si vous analysez aujourd'hui un fusil militaire moderne, AK-47, M16, HK-416, SCAR, AUG, vous trouverez une munition intermédiaire de 5,56 mm, 5,45 mm, 7,62, 39 mm, toutes des munitions courtes, un système de piston à gaz, un rechargement automatique par prélèvement de gaz, un tir sélectif, sur semi-automatique automatique, une capacité de chargeur standard de 30 cartouches, une construction légère, en aluminium, polymère, composite, mais le concept de l'acier embouti est présent. C'est le STG-44, développé, modernisé. Mais le concept fondamental est identique. Cette histoire n'est pas seulement le passé, c'est le présent.
chaque fois que vous voyez les informations. Un soldat avec un AK-47, un marine américain avec un M4, un soldat français avec un FAMAS. Vous voyez la technologie du STG-44. Les ingénieurs allemands, en 1942, ont inventé le fusil d'assaut moderne. Le monde entier l'a copié. De Hugo Schmeisser à Kalachnikov à Stoner, de la Wehrmacht à l'OTAN, aux milices du monde entier. C'est l'héritage de l'ingénierie allemande. Si vous appréciez ces vérités techniques, soutenez-moi avec les Super Thanks de YouTube. Chaque Super Thanks me permet d'aller plus loin dans les archives, de numériser des plans rares, d'interviewer les derniers ingénieurs témoins. Aidez-moi à préserver cette histoire technique avant que les derniers documents ne disparaissent. Parlons concrètement de l'influence aujourd'hui. Brevet moderne basé sur le STG-44. Brevet américain de 1951-1424 de 1960. Le système à gaz de l'AR-15 fait référence au principe du STG-44. Brevet soviétique SU IL 1987. 456 de 1994. Amélioration de l'AK-74 s'appuie sur l'AK-47 et le STG-44. Brevet allemand de 42.15456 de 1992. La mécanique du HK-G36, une évolution moderne du STG-44. Doctrine militaire. Avant le STG-44, feu et mouvement avec différents systèmes d'armes. Fusil plus mitrailleuse. Après le STG-44, chaque soldat a une capacité entièrement automatique. Tactique de tir de suppression. Doctrine de l'OTAN. Doctrine du pacte de Varsovie. Tactique d'infanterie moderne. Toutes sont basées sur le concept du fusil d'assaut. C'est né en Allemagne, en 1942. Les chiffres de production. La preuve de la supériorité. STG 44, 425 000, 280 000 unités produites de 1943 à 1945 en seulement 2 ans, dans des conditions de guerre. La famille AK-47, plus de 100 millions d'exemplaires de 1947 à aujourd'hui. La famille M16 et M4, plus de 8 millions d'exemplaires de 1963 à aujourd'hui. Autres fusils d'assaut. Environ 50 millions à travers le monde. Total, environ 158 millions de fusils d'assaut basés sur le concept du Sturmgewehr 44. C'est l'influence d'une seule innovation allemande, des documents récemment déclassifiés, 2018. La CIA publie des documents sur l'opération Paperclip, révélant une appropriation systématique de la technologie allemande en matière d'armement. 2020. Les archives russes publient des documents Schmeisser provenant d'Ijevsk, confirmant une participation directe à la conception de l'AK-47, 2023. Le musée d'Aberdeen Proving Ground publie les rapports de test de 1945, montrant que le Sturmgewehr 44 surpassait toutes les armes alliées dans 8 catégories sur 10. Quelle technologie allemande vous a le plus surpris? Beaucoup d'ingénieurs dans les commentaires ont révélé des liens incroyables. Des grands-pères qui travaillaient sur le Sturmgewehr 44, des plans d'usine dans les archives d'entreprise. Des brevets modernes avec des racines allemandes. Un commentaire de la semaine dernière. Mon grand-père travaillait chez CGNL à Sul en 1944. Il racontait qu'il savait que le Sturmgewehr 44 allait changer le monde. Mais que tout le monde le copierait. Ça l'a surpris. Partagez vos découvertes techniques. Chaque commentaire est une pièce du puzzle de l'histoire de l'ingénierie. Mais allons encore plus loin. Dans les détails techniques qui ont rendu cette arme vraiment révolutionnaire, le Sturmgewehr 44 avait des détails de production qui montrent que les ingénieurs allemands pensaient à tout. Le canon était forgé à froid, pas percé comme les fusils traditionnels. Forgé à froid signifiait qu'une barre d'acier massive était pressée par des marteaux rotatifs. Le métal était comprimé, plus dense, plus fort. Résultat, une durée de vie plus longue. 20 000 tirs pour les canons du Sturmgewehr 44. Comparaison, les canons du M1 Garand duraient 10 000 tirs. Les rayures.
Les rainures à l'intérieur du canon étaient de 4 à droite, avec une torsion de 1 tour en 240 mm. Cela stabilisait parfaitement le projectile de 10,7 grammes pour une trajectoire de 300 mètres. La culasse était à verrou rotatif, 7 tenons de verrouillage. Chaque tenon supportait une partie de la charge. Cela signifiait aucun point faible unique, répartition uniforme de la force. La science des matériaux était cruciale. La culasse était en acier chromé trempé, dureté Rockwell de 58 à 62, c'était extrêmement dur, mais pas cassant. La métallurgie allemande était de classe mondiale. Le mécanisme de détente était simple, mais génial. Un seul marteau, 2 cires, selon la position du levier. Le mode semi-automatique ou le mode entièrement automatique était activé. Semi-automatique. Le CR maintient le marteau après chaque tir. La détente doit être relâchée puis pressée à nouveau, entièrement automatique. Le CR ne maintient pas le marteau. Tant que la détente est enfoncée, l'arme tire. Cette simplicité signifiait moins de pièces, moins de défaillance, plus de fiabilité. Le chargeur était en acier embouti. Double colonne, chargement décalé, 30 cartouches dans un espace plus petit que les chargeurs à une seule colonne de 20 cartouches. Le ressort dans le chargeur était en acier à ressort, trempé et revenu. Il maintenait la tension pendant des milliers de cycles. Les chargeurs étaient interchangeables. Un soldat portait 5 à 6 chargeurs, 150 à 180 cartouches. Cela signifiait une énorme puissance de feu sans recharger. Le système de visée était simple mais efficace. Hausse et guidon, réglable pour 100, 200, 300 mètres, pas d'optique complexe, robuste, éprouvé au combat. Mais voici un détail souvent négligé. Le système de visée était optimisé pour le crépuscule, hausse large, guidon épais, facile à acquérir dans des conditions de faible luminosité. Les ingénieurs allemands savaient que la plupart des combats avaient lieu au crépuscule. Le matin, le soir, mauvais temps. Un système de visée qui fonctionne en plein soleil, mais qui échoue au crépuscule. Inutile. Le système de visée du Sturmgewehr 44 fonctionnait toujours. La crosse était en tôle d'acier embouti. Oui, même la crosse. Pas de bois comme les fusils traditionnels. Acier. Pourquoi? Le bois se déforme. Humidité. Température, le bois gonfle, rétrécit, se casse, crosse en acier, constante. Que ce soit au Sahara ou en Sibérie, la forme reste la même. Cela signifiait une précision de visée constante. Le garde-main était en bakélite, un plastique ancien, résistant à la chaleur, léger, isolant. Après 300 tirs en continu, le canon atteignait une température de 200 degrés Celsius. Le garde-main en bakélite protégeait la main du tireur. Le bois se carboniserait ou prendrait feu. Ces détails montrent que chaque matériau a été choisi pour sa fonction, pas pour la tradition, pas pour l'esthétique. La fonction, la production du Sturmgewehr 44 était aussi révolutionnaire. La production d'armes traditionnelles nécessitait des ouvriers qualifiés, des maîtres armuriers. Des années de formation, le Sturmgewehr 44 a été conçu pour des ouvriers non qualifiés, pièces embouties, soudure simple, assemblage comme une voiture. Une usine à Sul employait 3000 ouvriers, dont des femmes, des hommes âgés, des blessés de guerre, des personnes qui n'avaient jamais construit d'armes. Avec la conception du Sturmgewehr 44, ils pouvaient produire 5000 fusils par semaine. C'était la production de guerre, rapide, bon marché, en masse. Et la qualité, étonnamment constante, les tolérances étaient généreuses. 0,15 mm de jeu, cela signifiait que les petits défauts de fabrication n'avaient pas d'importance. L'arme fonctionnait quand même. Les ingénieurs allemands comprenaient que le parfait est l'ennemi du suffisamment bien. Une arme qui est parfaite à 99,9% mais qui prend 1 an à produire est inutile.
Une arme qui est parfaite à 95%, mais qui est produite en une semaine, gagne des guerres. Le Sturmgewehr 44 était cette arme à 95%, et elle était suffisamment bonne pour être meilleure que tout le reste. Après la guerre, les ingénieurs de production du monde entier ont étudié les techniques de fabrication allemandes. Le boîtier en acier embouti est devenu la norme. L'AK-47 l'a repris directement. Le boîtier inférieur moderne de l'AR-15 est fraisé en aluminium. Mais les boîtiers supérieurs sont emboutis. L'idée, minimiser le fraisage CNC. Maximiser l'emboutissage et la soudure. Plus rapide, moins cher, plus facilement évolutif. C'est ce que le monde a appris du Sturmgewehr 44. Les rapports de terrain du front de l'Est montrent l'impact. Un rapport allemand, mars 1944, Narva, Estonie. Une compagnie équipée de 80 Sturmgewehr 44 a retenu un régiment soviétique de 2400 hommes pendant 6 heures. La puissance de feu du Sturmgewehr 44 a permis une défense efficace malgré un rapport de force de 1 contre 30. Consommation de munitions, 18 000 cartouches. Pertes soviétiques, estimées à 600. Pertes allemandes, 12. C'est la puissance d'une technologie d'armement supérieure. Les rapports soviétiques le confirment. Un rapport, août 1944, Pologne. Une unité allemande, en infériorité numérique, a utilisé de nouveaux fusils automatiques avec un effet dévastateur. Nos troupes ont subi de lourdes pertes lors de l'attaque. Recommandation. Évitez les attaques frontales directes contre les unités équipées de cette arme. Contournement ou appui d'artillerie nécessaire. Ces rapports ont circulé dans les cercles militaires soviétiques. Staline les a lus et a ordonné « Donnez-moi une arme comme celle-là ». Le résultat a été la mission de Kalachnikov et 5 ans plus tard, l'AK-47. Les unités américaines qui capturaient des Sturmgewehr 44 voulaient les garder. Les rapports officiels le confirment. Les GIs échangeaient leurs ME1 Garand contre des Sturmgewehr 44 capturés, si possible. Pourquoi? L'arme offrait une meilleure prise en main. Elle était plus légère, avec une puissance de feu supérieure et plus facile à recharger. Un rapport américain datant d'avril 1945, en Allemagne, précise ceci. Les soldats préféraient les fusils d'assaut allemands capturés au M1 Garand standard. Recommandation. Interdire l'utilisation d'armes ennemies en raison de l'incompatibilité des munitions et des risques d'identification. L'US Army a dû interdire l'utilisation du STG-44. Non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était trop bon et que les munitions américaines n'étaient pas compatibles. Après la guerre, les analyses ont commencé. Des historiens militaires, des experts en armement, des sociétés d'ingénierie ont étudié le STG-44. Le verdict fut unanime, révolutionnaire. Une citation de Jane's Infantry Weapons, datant de 1975. Le Sturmgewehr 44 allemand fut l'arme d'épaule la plus influente du XXe siècle. Toute arme militaire moderne porte son ADN, du Kalachnikov au Stoner, de l'OTAN au pacte de Varsovie. Le concept du STG-44 domine. C'est le fusil qui a changé le monde. Dans les musées militaires modernes, le STG-44 trône aux côtés de l'AK-47 et du M16. La légende indique généralement ancêtre du fusil d'assaut moderne, mais cela minimise massivement son rôle. Il n'était pas seulement un ancêtre, il était l'origine, le Big Bang. Tout le reste n'est qu'un écho. Le génie allemand de 1942 a créé une arme qui, 80 ans plus tard, définit encore le paradigme de conception. C'est un héritage, c'est de l'innovation, c'est de la précision allemande. Et voici la vérité, souvent passée sous silence. Le monde a copié l'Allemagne. Systématiquement, minutieusement, sans reconnaissance. Hugo Schmeisser est mort en 1953. Pauvre, oublié. En RDA, Mikhail Kalachnikov
est devenu un héros de l'Union soviétique. Prix d'État, gloire. Eugene Stoner est devenu riche grâce aux royalties de l'AR-15, respecté dans les cercles d'armement. Mais Schmeisser, l'homme qui a tout lancé, rien. C'est une ironie historique. L'inventeur est oublié, les copieurs sont célébrés. Mais la vérité technique demeure. Le STG-44 est arrivé en premier. Tout le reste est venu après. Aujourd'hui, des efforts sont déployés pour honorer l'héritage de Schmeisser. Un musée à Suhl en Allemagne, une plaque commémorative sur son ancienne usine, mais dans le monde entier, presque inconnue. Demandez aux gens ordinaires qui a inventé le fusil d'assaut. La plupart répondront Kalachnikov. C'est faux, mais c'est ce qu'on enseigne. Ces vidéos existent pour corriger ces mensonges, pour montrer la vérité technique, pour donner aux ingénieurs allemands la reconnaissance qu'ils méritent, non par nationalisme, mais par respect pour l'ingénierie, par respect pour l'innovation, par respect pour la vérité. Le STG-44 n'est pas seulement une arme, c'est un symbole de ce qui se passe lorsque les ingénieurs ont la liberté de résoudre des problèmes, sans bureaucratie, sans politique. Juste de l'ingénierie, Schmeisser a constaté un problème. Les soldats ont besoin d'une arme adaptée à la guerre moderne. Il l'a résolue, avec logique, avec des tests, avec de l'ingénierie. Le résultat a changé le monde. Chaque AK-47 sur chaque champ de bataille est un hommage au STG-44. Chaque M4 entre les mains des soldats américains est un hommage au STG-44. Chaque FAMAS, chaque AUG, chaque arme d'infanterie moderne est un hommage au STG-44. Voilà l'héritage de l'innovation allemande, et voilà l'histoire qui doit être racontée.